That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Alors Samir, pour reprendre le cours de notre conversation, si tu le permets, avant de revenir plus particulièrement sur le théorème d'Archimède de Mehdi Charef, hein, de revenir sur l'année 1985, je voudrais faire une petite mise au point sur la raison pour laquelle, quand je parle de banlieue film, au fond, je me calque sur la manière dont la critique parle du banlieue film. C'est-à-dire que pour elle, au fond, tout débute en 1985. L'année 1985 est une année, au fond, charnière. Ce qui signifie que, en vérité, il existe autre chose avant. Le banlieue film, il ne date pas de 85. Il y a une autre manière de représenter la banlieue, mais qui intéresse beaucoup moins la critique. C'est-à-dire qu'en 85, ce qui fait irruption, ce qui apparaît cinématographiquement, c'est le jeune de banlieue. Enfin, il y a une figure comme ça qui apparaît, c'est le jeune de banlieue. Donc, alors, tout ceci pour dire, tout d'abord, pour répondre d'ailleurs à certaines remarques, et je les en remercie, qui m'ont été faites via Facebook, de la raison pour laquelle certains films n'étaient pas mentionnés, par exemple, ceux de Jean-Claude Brissot, notamment. De rappeler que le sens de mon propos n'est pas d'être exhaustif, mais caractéristique, de choisir certains exemples, parce qu'ils sont emblématiques d'une certaine manière pour la critique de parler de la banlieue à travers un certain nombre de films. Donc, pas exhaustif, mais caractéristique. Mais surtout, alors pardon, si on veut être exhaustif, il y a des travaux très intéressants qui existent, des travaux universitaires sur lesquels j'ai pu m'appuyer, que j'ai lu moi-même, pour ceux que ça intéresse, mais c'est dire la difficulté. Il y a un ouvrage, par exemple, c'est intéressant, c'est un ouvrage nord-américain, d'une universitaire nord-américaine, qui s'appelle Carrie Tar. Carrie comme le film de Brian De Palma, et Tar comme Bella Tar. Et qui a la première qui s'est intéressée au banlieue film, mais au beurre, à la représentation du beurre, dit-elle, dans le banlieue film. Et la période qui couvre son analyse, c'est celle du début des années 80, jusqu'en 2005, année de parution de son ouvrage qui n'est pas encore traduit en langue française, Carrie Tar. Et elle recense sur cette période, Samir, elle recense sur cette période entre 250 et 300 films qu'elle catalogue comme banlieue film. Donc c'est dire quand même la tâche qui serait celle de celui qui entendrait rendre compte du banlieue film. En langue française, tu as un travail universitaire, alors lui qui débute en 95, c'est Manon Grodner, Grodner, et qui prend pour point de départ l'année 95 jusqu'à l'année 2020. Et c'est un travail universitaire de thèse qui a été publié, et sur la représentation des banlieues dans le cinéma français. Donc voilà, si on souhaite être exhaustif, on peut aller sur ce terrain-là, mais on voit que même ces auteurs, l'un commence en 95, l'autre au début des années 80. Et pourtant, il existe autre chose. Avant les années 80, il y a une manière de représenter la banlieue au cinéma. Mais c'est une manière de la représenter cinématographiquement qui ne s'intéresse qu'à l'aspect urbanistique et social de ces grands ensembles, on va appeler les banlieues, les quartiers populaires. C'est-à-dire sur les effets que ces grands ensembles produisent sur les individus. Pour les citer, pêle-mêle, dès la fin des années 50, c'est par exemple Mon oncle de Jacques Tati, qui questionne la destruction du vieux Saint-Ouen et la construction de nouveaux immeubles et de la manière dont cette destruction opère aussi chez les individus, une destruction intérieure. Tu as ensuite, alors pardon, j'ai pas de chronologie à l'esprit, mais tu as deux ou trois choses que je sais d'elle, de Godard, je crois qu'on est en 67. Tu as aussi Elle court la banlieue de Gérard Pires. Dans les années 70, en 78, tu as La vie comme ça de Brissot. Même au début des années 80, tu as déjà des films aussi, mais qui ne s'intéressent qu'à la manière dont c'est la critique qui dit cela. La critique dit ce type de banlieue film s'intéresse surtout à la manière dont l'architecture, ce qui a été mis en place urbanistiquement, opère dans l'esprit des individus qui vivent dans ces grands ensembles. Tu as d'autres films que la critique ne cite pas vraiment. Tu as un film
Bertuccelli qui s'appelle Interdit aux moins de 13 ans, qui date de 82. Tu as un autre film de Serge Le Perron, Laisse béton, qui date de 84. Voilà. Très important celui-là, très important ce film. Et la critique ne les mentionne jamais, sauf à dire, quand elle le fait, je renvoie d'ailleurs celles et ceux que ça intéresserait, je m'en suis aperçu après coup, après le début de nos entretiens, au mois d'août, sur France Culture, donc on n'est pas n'importe où, on est sur France Culture. Il y a eu une émission spéciale sur le banlieue film, qui date du mois d'août, c'est-à-dire juste après la sortie en salle de Bac Nord, de Cédric Jimenez. Et donc, il y a un long résumé sur le banlieue film, la représentation du banlieue film au cinéma, à partir des années 50, 60, 70, et où est montré notamment par un anthropologue social de formation qui s'appelle Julien Neyertz, qui a fondé une association qui s'intéresse à la vie en banlieue et aux représentations de la banlieue au cinéma, et qui explique, dans le long résumé qu'on trouvera sur la page relative à cette émission qui a eu lieu sur France Culture, on trouve un long résumé du moment de bascule que représente l'année 1985, celle du film de Mehdi Charef, Le thé au harem d'Archimède. C'est-à-dire qu'en 1985, et c'est pour ça que la critique s'intéresse surtout au banlieue film à partir de ce moment-là, c'est que cette fois-ci, le cinéma, dit la critique, dit une partie de la critique, je ne vais pas l'essentialiser non plus et la réduire simplement à une représentation que j'en fais ici. Mais on va dire que le discours ambiant de la critique, c'est de s'intéresser au banlieue film au moment où cinématographiquement fait irruption justement celui qu'on va appeler le jeune de banlieue. Mais ce jeune de banlieue, pour la critique, ce n'est pas n'importe quel type de jeune de banlieue. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est, dans un premier temps, celui qu'on va appeler le beurre, le jeune beurre. Ou, pour le dire encore autrement, c'est le jeune de la seconde génération. Hein. Donc le jeune français de type d'origine maghrébine, dit-on. Les Américains, Caritar, aux États-Unis, ils ont une manière de parler qui est très différente, d'étiqueter ce jeune. Autrement, ils l'appellent le Maghrebi French. Hein, tu vois, calqué sur l'afro-américain, ils l'appellent le Maghrebi French. Et donc, 85 représente une rupture, c'est-à-dire qu'auparavant, les quartiers populaires étaient censés avoir émancipé les individus qui y vivaient, accès à l'eau chaude, à un appartement, à une intimité. On sort des baraquements de Nanterre. Et puis, à partir des années 80, ce sont les effets de la crise qui se font ressentir dans la vie dans les quartiers populaires, le chômage, la précarité sociale. Bref, irruption du jeune de banlieue. Et la critique, c'est le constat que fait Julien Neyertz, donc cet anthropologue, considère la chose suivante, c'est qu'on commence à assister à une homogénéisation de la population qui vit en banlieue, avec un certain nombre de problèmes afférents, récurrents, qui deviennent endémiques. Et donc le cinéma va s'emparer du jeune de banlieue, hein, au fond, dit-il, elle va s'emparer. Le problème, c'est qu'en s'emparant du jeune de banlieue, elle va l'essentialiser. Elle va l'essentialiser de multiples manières. Tout d'abord en montrant toujours, dit-il, hein, je renvoie à la lecture de ce qui se trouve sur cette page de France Culture dédiée à cette émission. Ce cinéma montrerait toujours d'abord une faillite des institutions, incapable d'insérer, d'intégrer, ce sera le vocabulaire en vogue, hein. Après celui d'assimilation, ce sera celui d'intégration, pour les mêmes effets. Je passe. Mais les institutions incapables d'intégrer ces populations qui semblent constituer, hein, le jeune de banlieue qui semble constituer une classe à part, inassimilable, provoquerait également une faillite de la famille, hein, incapable elle-même de comprendre ces jeunes de la seconde génération. Et puis, en bout de parcours, un échec aussi, un échec de la part de ces individus. Donc, faillite des institutions, faillite de la famille, faillite des individus. Le quartier, il est impossible de s'en échapper. Et donc, au fond, un cinéma sans voie d'issue favorable. Et puis, comme je l'avais déjà rappelé, et c'est ce que fait, c'est ce qui se passe lors de cette émission, on explique qu'à partir des années 2000, enfin, on assisterait, grâce à Abdelatif Kechiche notamment, à une féminisation de la banlieue
et puis à une sensibilisation du jeune de banlieue. Mais ça, il faudra attendre les années 2000. Moi, c'est ce que je m'efforce de questionner avec toi. Et donc, pour ce faire, de revenir précisément sur l'année 1985, et donc sur cette fameuse irruption du jeune de banlieue dans le film de Mehdi Charef, le Théorème d'Archimède. Et notamment dans mon propos, pour que les choses soient claires, de questionner cette coupure, hein, l'idée qu'il y aurait d'un côté d'abord un questionnement, les années 50, 60, 70, début des années 80, sur les effets urbanistiques et sociaux sur la vie des individus, et puis à un moment donné, un cinéma qui se centrerait simplement sur le parcours d'individus dans ces quartiers populaires. Et la critique semble envisager les choses de manière très distinguée. Pour moi, elles sont davantage mêlées. Je m'en expliquerai notamment à propos de la haine. Le théorème d'Archimède, le contexte, une nouvelle fois. On est en 85. Et pour moi, c'est très important, hein, de penser ce cinéma-là à travers le contexte. Au début des années 80, effectivement, fait irruption, semble-t-il, dans l'espace médiatique, ce fameux jeune de banlieue, qui au fond est, selon l'étiquette de l'époque, un jeune beurre. Ce jeune de banlieue, socialement, politiquement, sa figure se concrétise par exemple à travers la Marche des Beurs de 1983. Tu as aussi, lors du concert de SOS Racisme en 1985, sauf erreur de ma part, pour la première fois, hein, ce fameux petit badge que de nombreuses personnes vont porter, « Touche pas à mon pote ». Ce jeune de banlieue, il fait aussi éruption, parce que c'est très intéressant, la bande-son de l'époque. Il fait éruption aussi, par exemple, alors j'ai l'album ici, dans cet album du chanteur Renaud, je ne sais pas si on le voit bien ici. Oui, oui. Ouais. Organise-toi, qui est un album qui date de 1983. Et tu as un titre qui s'appelle, justement, bon, peu importe, hein, qui s'appelle Deuxième Génération. Donc le chanteur Renaud, chanteur de gauche, parle de ce jeune de banlieue lui aussi. Et c'est très intéressant la manière dont il en parle. Hein. Deuxième Génération, c'est incarné par Slimane dans la chanson. Et on apprend de quoi de Slimane, c'est qu'il a passé son CAP de délinquant. Je dis pas, hein. Renaud, chanteur de gauche, ne parle pas simplement d'un individu, il ne parle pas simplement de Slimane, il parle de la deuxième génération. D'accord ? Donc c'est le titre, c'est Deuxième Génération, c'est pas Slimane le titre, c'est Deuxième Génération. C'est pour voir l'image qui est celle dans la bouche d'un chanteur de gauche du jeune beurre à l'époque. Il a passé son CAP de délinquant, il aime ce qui est cassé, il aime ce qui est détruit. On apprend de lui, quand on écoute la chanson à laquelle je renvoie, on apprend de lui que la seule chose dont la seule chose qu'il escompte de la vie, c'est de passer une annonce dans l'IB pour rencontrer une femme et qu'elle travaille à sa place, qu'il est voleur de voiture le soir, qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour se droguer, donc il se défonce à la triclo. Enfin bon, voilà. Hein. La deuxième génération, c'est un type feignant dans le texte. Il ne veut pas travailler. Il veut une femme qui travaille à sa place. Il veut pouvoir gagner de l'argent via les ascédiques, tout simplement. Et puis voilà où on en est à peu près. Oui, mais pardon, excuse-moi de t'interrompre, David. Alors c'est peut-être moi qui suis naïf, hein, mais on est d'accord, je pense, toi et moi, que à ce moment-là, le chanteur Renaud endosse le costume de celles et ceux qui voient les Français d'origine maghrébine de cette manière. Tu penses que c'est... Je ne sais pas, parce que le titre c'est Deuxième Génération et il fait parler Slimane. D'accord ? Je serais très inquiet. Je serais très inquiet de... Il dit je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans. Je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai passé mon CAP de délinquant. Je suis pas un nul. J'ai fait mes preuves. Il fait parler Slimane. Donc, il fait parler quelqu'un. Il fait pas... Alors, peut-être qu'il y a un effet de distanciation qui me... Je serais très surpris. Je serais très surpris, franchement. Tu me dis Michel Sardou quand il chante Le Temps des colonies. Bon, pour moi, ça c'est sûr, c'est acté. Je pense pas qu'il endosse il endosse pas le costume du colonialisme. Je pense qu'il partage cela. C'est un autre sujet. Mais vraiment, je serais très surpris que Renaud généralise donc toute cette génération qui est la seconde génération. Je sais pas, je suis très dubitatif. Alors peut-être que moi je manque un effet de distance, comme je te le disais, peut-être même une ironie, sauf que
lorsque je lis les paroles, lorsque j'écoute le titre, et j'ai eu l'album très tôt, et j'ai écouté Renaud, et ce titre m'a toujours surpris. Je n'y voyais pas la distance ni la critique qu'il pouvait y avoir dans d'autres titres. J'avais l'impression vraiment qu'il parlait de vraiment, le titre, c'est deuxième génération, et qu'elle elle était incarnée de cette façon-là. J'ai pas, dans le titre, hein, je n'ai pas un individu qui parle de Slimane. C'est Slimane qui parle à la première personne. Et donc moi, peut-être un peu bas du front, peut-être que tu as raison, hein, peut-être un peu bas du front, je sais rien. J'ai pris ce titre au premier degré. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une certaine représentation, ironie ou pas, à la limite, hein, je fais à Renaud crédit de cette distance, de cette éventuelle ironie, de l'humour qui est le sien. Je note simplement que dès lors, hein, l'image du jeune de banlieue, si lui, il la critique dans ce titre-là, moi, la critique, je ne l'aperçois pas même. Peut-être qu'elle y est. Mais quand bien même il serait elle, n'en reste pas moins que l'image qui est celle alors du jeune de banlieue, c'est celle-ci. Hein, le jeune beurre, telle qu'elle serait critiquée ou non, elle apparaît comme cela dans le titre. Donc, irruption de ce jeune de banlieue, cinématographiquement, c'est intéressant, hein, avant Mehdi Charef, tu as des documentaires. Tu as par exemple un collectif qui s'appelle le collectif Mohamed, qui emboîte le pas sur la marche des beurs. Il y a un documentaire intéressant, le titre c'est « Ils ont tué Kader ». Tu as aussi un autre, alors je crois que c'est un moyen métrage, c'est de Farida Belgoul dans mon souvenir, sous forme interrogative, c'est Madame la France que tu préfères. Bref, au début des années 80, au milieu des années 80, dans le cinéma, on a le sentiment que oui, il y a une figure comme ça qui fait son irruption, c'est le jeune de banlieue, pas n'importe quel jeune de banlieue, le jeune de banlieue de type maghrébin. Et quand on contextualise tout ça, on pourrait avoir le sentiment, quand on va regarder pour la première fois le film de Mehdi Charef, que justement, on va avoir affaire à un cinéma centré sur la vie, le parcours, le destin de ce fameux jeune de banlieue dont la figure a commencé déjà à se cristalliser dans l'espace public. On commence à en avoir une perception. Il se trouve que quand on regarde le film de Mehdi Charef, et c'est en cela que je le trouve très très intéressant, c'est que, je l'avais déjà dit, mais il faut que je le répète absolument, c'est qu'il désethnicise le rapport qu'il a à la banlieue. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas simplement aux jeunes de type maghrébin, il s'intéresse notamment à deux jeunes, Pat et Majid, donc, pardon de le dire comme ça, mais un Français français, et puis un Français d'origine maghrébine, Pat et Majid. Et puis, au parcours qui est le leur, hein, au sein de ce quartier populaire, et puis de celui de leurs amis. Alors, j'en ai déjà dit quelques mots sur le rapport à l'école, qui est important dans ce film, le rapport à l'école, le rapport à la religion, qui fait vraiment son irruption là aussi en 85. Je rappelle, le film il s'ouvre sur une scène d'ouverture absolument incroyable, où une mère de famille vient récupérer son enfant, qu'elle a placé chez la voisine le matin pour aller au travail, et quand elle vient le récupérer le soir, elle trouve son enfant en train de prier avec sa voisine de palier, et qu'elle porte un regard attendri sur ce moment singulier. À l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, Samir, peut-être du grand remplacement, qui a même gagné les esprits par effet de contagion jusqu'à rejoindre celui de Valérie Pécresse durant la campagne présidentielle qui est la nôtre, je me dis, qui oserait, ou du moins... Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça me semble impossible. J'ai essayé de relire la critique, de relire tout sous réserve d'exhaustivité. Et sous réserve d'inventaire. J'ai essayé de relire la critique à la sortie du film de Mehdi Charef. Personne, enfin, dans ce que j'ai pu lire, ne souligne ce passage comme faisant problème. Personne. On est en 85. Personne. Je n'ai pas trouvé mention d'une analyse critique se questionnant sur ce même moment. provenant des journaux de droite, même la critique. Non, je n'ai pas de questionnement sur ce type-là. J'ai des questionnements sur le fait que, oui, il y a quand même des véhicules qui brûlent en fin de film, donc peut-être Mehdi Charef se comporte-t-il en reporter journaliste, entretient des clichés peut-être déjà dès 1985, mais sur ce plan-là, pas de commentaire. Pas de commentaire.
Donc voilà, un film absolument incroyable sur ce plan-là. Et il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est donc il a une manière de désethniciser, c'est très important pour moi, le rapport qu'entretient Mehdi Charef avec la banlieue qu'il filme, en l'occurrence ici, mais aussi une voie de sortie qui n'est pas souvent signalée par les critiques. Là aussi, une sorte d'issue favorable envisagée par lui, et qui passerait par les codes cinématographiques. Je trouve très intéressante la manière dont le film, de façon discrète, mais suffisamment appuyée, en tout cas moi, c'est ainsi que je l'ai perçu, comment le film est nourri de nombreuses références cinématographiques qui ne sont pas de simples clins d'œil, hein, lancés au spectateur, manière de on est entre Happy Few et puis on a les mêmes références cinématographiques. Hein. On n'est pas dans un cinéma de la répétition. Par exemple, les personnages de Pat et Majid m'ont fait curieusement penser, tu vois, pas curieusement penser, mais au Macadam Cowboy. Qui date des années 70, avec un espèce de personnage à la Dustin Hoffman incarné par Pat, hein, ce français dans le film, personnage un peu faux follet qui porte Santiago. Il faut bien voir que la bande-son du film n'a rien à voir avec ce qui va advenir plus tard avec La Haine. On est dans des morceaux de musique à la guitare sèche, par exemple. On a aussi une autre référence qui me semble discrète, mais enfin moi j'ai fait le lien lorsqu'on voit dans le film combien les individus frappés par la crise industrielle, au fond, sont réifiés, suivent le destin des objets. C'est toutes ces scènes le long des voies ferrées, notamment où les jeunes hommes qui entretiennent des relations amoureuses avec des jeunes femmes qui se prostituent dans le film, qui deviennent de simples objets. Et ces scènes m'ont fait penser à l'épouvantail de Jerry Shakespeare, où l'on voit ces scènes avec Gene Hackman et Pacino, là aussi dans des paysages en voie de désindustrialisation, le long de voies ferrées. La prostitution, pardon de t'interrompre, elle y est aussi dans Macadam Cowboy. Hein. Elle y est aussi dans Macadam Cowboy, exactement. Ces références cinématographiques, on les retrouve encore de façon toujours discrète, mais suffisamment visible dans le film, par ces petites lucarnes qui apparaissent en arrière-plan, dans les posters des chambres des uns et des autres. Tu as un poster de Sylvester Stallone, Rocky IV. Tu as un poster de Clark Gable dans Casablanca. Tu as un poster de Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel. Tu as une manière aussi, quelques années après la scène de la boum dans un cinéma, de reprendre cette scène-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette manière de penser. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais, toute personnelle. De me montrer à l'écran que si question de l'intégration il doit y avoir, hein, s'il se pose la question de l'intégration, mais il y a un rappeur que j'aime beaucoup, hein, qui s'appelle Rossé, qui dit qu'à force d'être intégré, on va finir ongle incarné. Si se pose la question de l'intégration, elle passe aussi dans ces films à travers les codes cinématographiques. C'est-à-dire que le rapport à la francité, le fait d'être français passe aussi par ces codes cinématographiques et que surtout ils ouvrent l'horizon à l'international via ces références à l'épouvantail, pour moi, à Macadam Cowboy, à Clark Gable de Casablanca dont j'aperçois un poster dans le film, et que donc il y a une sortie possible qui semble incarnée à l'écran. Cette voie de sortie possible, pourquoi je t'en parle, Samir? Parce que la même année que le film de Mehdi Charef sort sur les écrans, donc on est en 85 toujours, hein, un autre film qui n'est pas très souvent cité par la critique, d'un réalisateur qui pourtant va devenir autrement plus connu que Mehdi Charef. Mehdi Charef, hein, il va continuer à creuser ce sillon, hein, de la désethnicisation, hein, dans Miss Mona, au pays des Juillettes aussi, je crois, si je me souviens bien. Exactement. Il va continuer à creuser ce sillon-là, et d'un réalisateur qui n'est pas souvent cité, parce qu'à l'époque, en fait, il va être, son film va
connaître un moindre succès par rapport à celui de Mehdi Charef. Mehdi Charef, au départ, il a publié un roman, il est connu, il est soutenu, enfin, il est produit par Costa Gavras. Il va avoir le prix Jean Vigo pour son film. Donc voilà, un film qui a quand même un certain succès, sinon d'estime, mais du moins aussi public, une certaine reconnaissance publique. C'est celui, donc, le film de Rachid Bouchareb qui s'appelle Bâton rouge, qui sort en 1985. Bâton rouge de Bouchareb, il est très intéressant. Il sort la même année. Alors, il y a un film encore plus confidentiel qui sort la même année, qui s'inscrit dans la même veine que celui de Bouchareb, qui est le titre. Le titre m'échappe. Ça va me revenir, avec Samir Ghezmi dans le rôle, où il est amoureux d'une hôtesse de l'air et il s'envole vers le Canada avec cette dernière. Ça va me revenir. Bâton rouge, qui sort donc la même année que le film de Mehdi Charef, est très intéressant parce que lui, en filmant le parcours de 3 jeunes de banlieue, 2 franco-maghrébins et un français aussi, montre combien son cinéma est tourné dès le départ vers l'international. On sort de la banlieue. C'est-à-dire que ces 3 jeunes vont s'envoler justement vers Bâton rouge, vers les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il entend sortir de l'alternative dans laquelle trop souvent la critique a enfermé le banlieue film, c'est-à-dire une logique binationale ou bipolaire. Le quartier ou le bled, c'est quoi être français et maghrébin dans le même temps? Il semble sortir de cette alternative qui lui paraît ruineuse pour aller vers d'autres territoires. Ces jeunes, alors certes, il y aura des désillusions au bout de ce parcours-là, quand ces jeunes vont aller vers les États-Unis d'Amérique, mais ce qui est très, très intéressant, c'est que Bouchareb, dans son cinéma, dès le départ, semble nous dire combien, pour lui, on peut ne pas être d'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les représentations de la banlieue au cinéma et de montrer combien le champ des possibles est ouvert, que ces représentations, elles sont diverses et multiples. Il montre combien, au fond, ni l'ethnie, ni les pesanteurs, au fond, les pesanteurs, ni l'héritage social d'un individu ne pèsent sur ses chances. Donc, ni l'ethnie, ni le social ne pèsent sur les possibilités de se réaliser en tant qu'individu lorsque ces derniers gagnent le territoire des États-Unis, parce que dans le film, très clairement, les États-Unis représentent une sorte d'idéal où, au fond, la discrimination positive existe, où il y a une possibilité de s'affirmer en tant qu'individu. Même si, une fois encore, attention, le propos est plus nuancé chez Bouchareb dans le film, ces jeunes individus, quand ils se retrouvent sur le territoire des États-Unis, ils s'aperçoivent que un idéal n'est pas censé s'incarner dans les faits, on est censé tendre vers, et que donc se réaliser, y compris aux États-Unis, n'est pas du tout chose acquise. Cette trajectoire de Bouchareb, elle est intéressante parce qu'elle va être continuée dans tout son cinéma plus tard. Cette ouverture vers l'international, elle va avoir lieu dans tout son cinéma. C'est-à-dire il va creuser plusieurs sillons, un axe sino-américain, dans son film Poussière de vie en 1994, où il revient sur ses enfants nés de pères de soldats nord-américains durant la guerre de Vietnam et qui ont été abandonnés par ces derniers. Donc on a un axe sino-américain. On va avoir ensuite un axe américain tout court, avec sa trilogie américaine. Just Like a Woman, Les Voix de l'ennemi, avec le si précieux Forest Whitaker. Très beau film. Oui, voilà, un très très beau film. Méconnu malheureusement. On va continuer avec un autre film, un peu plus compliqué pour moi, Le flic de Belleville, avec Omar Sy. Ce qui est intéressant, c'est que à côté de ces axes qu'il dessine, tu as un autre axe, un axe franco-maghrébin chez Bouchareb. Ce sont des films comme Cheb, L'honneur de ma famille, et puis pour les plus connus, Indigène et Hors la loi. Mais ce qui est très intéressant, par exemple dans le cas de Indigène, c'est que les références cinématographiques d'Indigène, c'est pas moi qui le dis, c'est Bouchareb qui le dit lui-même, elles se situent toujours du côté nord-américain. Pour Indigène, les références, c'est le Glory de Zwick et c'est le Soldat Ryan de Spielberg. Donc voilà, on n'est pas dans une logique d'enfermement, d'entre-soi. Il y a une ouverture
il y a un appel d'air. C'est-à-dire que, c'est ça qui est intéressant pour moi, dès 85, l'idée que le jeune de banlieue se réduirait à une figure idéale typique d'un exclu marginalisé est battue en brèche déjà par ces premiers banlieues films de l'ère nouvelle, de l'ère moderne, au moment où le jeune de banlieue fait son apparition. Cinématographiquement, ce qui s'apparente pour moi à un cliché est déplacé dans ces lignes ici. L'image n'est pas détruite, elle est déconstruite. On la déplace autrement, cette image du jeune de banlieue, et c'est intéressant de le noter dès 85. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.